Bonjour, bonjour. Alors, pour entendre cette conférence, il faut mettre le casque dans vos oreilles, parce que le micro est relié au casque. Donc sinon, vous allez très mal nous entendre. Et ensuite, vous branchez le casque au petit boîtier noir. Et normalement, ceux qui l'ont fait doivent m'entendre parfaitement. Est-ce que tout le monde m'entend? Merveilleux. Voilà, il n'y a pas besoin de parler plus fort que ça. Bonjour, merci d'être là à cette conférence. Je vais juste vous donner quelques petites précisions. Vous pouvez assister à cette conférence, donc il faut brancher le casque dans vos oreilles. Vous pouvez repartir avec ce casque et vous pouvez même repartir chez vous avec ce casque. C'est un cadeau de BFM Patrimoine. En revanche, le petit boîtier noir, merci au moment où vous partez de le laisser, parce que c'est un boîtier qui permet juste, qui est relié à la régie. Donc non seulement vous ne pouvez rien en faire, mais surtout ça servira pour les débats qui seront après celui-ci. Pardon. Merci d'éteindre vos téléphones. Le débat va durer, selon la forme de notre intervenant David, normalement une quarantaine de minutes. Il y aura ensuite des questions que vous pourrez lui poser. Questions très générales, si jamais vous avez des questions plus personnelles ou plus individuelles, n'hésitez pas à venir lui poser à la fin du débat. Il sera ravi d'y répondre. On commence, on va lancer ce débat. David va vous expliquer les critères de sélection d'une SCPI, puisqu'il y a plusieurs critères. Et moi, je vais co-animer ce débat. Donc moi, je suis Marie Palfig, je suis journaliste, entre autres, pour BFM. Et je passe la parole à David qui va se présenter. Et puis ensuite, on parlera des SCPI. Merci et bonjour à tous. Dites-moi, alors si je parle trop fort, parce que j'ai tendance à parler fort, alors comme vous avez un casque, que je vous fasse pas mal aux oreilles. Oui, alors je suis David Régin, je suis directeur commercial Consulteam. Consulteam en 2 mots, c'est 25 ans d'expérience au service des professionnels du patrimoine sur des solutions d'investissement à sous-jacent immobilier. On est connu par notre métier historique principal, qui est celui de la commercialisation de résidences de services, à travers une marque qui s'appelle Serenissimo, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc, commercialisation de résidences de services, EHPAD, résidences services seniors, étudiants, tourisme, d'affaires, de loisirs. Donc, voilà, tout l'environnement du LMNP sous bail commercial et une filiale en marché secondaire qui s'appelle LB2S. Depuis maintenant 4 ans, on a pris un virage, alors d'abord avec la création d'un OPCI qu'on a monté en collaboration avec la Française, un OPCI qui a une particularité, qui est un fonds d'investissement en location meublée. Donc c'est finalement une alternative à l'investissement dans des résidences gérées. Au lieu d'acheter un lot au sein d'une résidence gérée, on achète des parts d'un OPCI dans lui-même investi en résidence gérée, avec une particularité, c'est donc un film et qui permet de bénéficier de la fiscalité que vous connaissez, BIC, et notamment de l'amortissement comptable. Donc gros atout de la fiscalité LMNP, qui gomme la quasi-totalité de la fiscalité des revenus. Et puis, il y a 2 ans maintenant, il y a eu un double... 2 nouvelles offres, une à travers le rachat d'une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Finpel, donc ça c'est du crowdfunding immobilier, mais ce n'est pas l'objet évidemment aujourd'hui, et puis la création de notre société de gestion, Consulteam Asset Management, et le lancement de notre première SCPI, une SCPI optimale, avec une stratégie qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'évidemment on n'allait pas faire, et puis on va y venir, ce que tous les autres font, donc une stratégie sur des petits actifs régionaux très résilients, entre 500 000 et 2 millions d'euros. Pourquoi je dis ça nous ressemble? Parce que c'est des choses qu'on sait faire, on sait aller chercher ces actifs, parce qu'on a des sourceurs partout sur le marché, et puis c'est exigeant comme stratégie, parce qu'acheter un actif à 1 million, c'est pas forcément plus facile que d'acheter un actif à 10 ou 30 millions d'euros. Voilà, donc l'univers des SCPI, puisque c'est l'objet aujourd'hui, ça nous intéressait d'en parler avec vous parce que c'est un produit, vous le savez, très grand public. Finalement, quasiment tout le monde connaît ou a entendu parler de SCPI, et là je parle des investisseurs finaux. Mais on a un univers qui est extrêmement large. Il y a, je crois, pas loin de 200 SCPI qui sont agréés par l'AMF, avec des stratégies très différentes les unes des autres. Et puis un phénomène quand même très important ces dernières années, c'est le développement de ces SCPI. Alors après, ça a été aussi des OPCI, c'est maintenant des SCI, mais des SCPI en unité de compte des contrats d'assurance vie. Et ça va bien pour les assureurs parce qu'on a un fonds euro qui ne cesse
évidemment des rendements qui ne cessent de baisser, des assureurs qui ont le souhait d'arbitrer, entre guillemets, contre ce fonds euro au profit d'unités de compte. Et au fond, les unités de compte à sous-jacent immobilier, bah, ça présente pas mal d'intérêt parce que ça a peu de volatilité et puis ça a quand même des rendements qui sont élevés. Donc il y a une collecte. Et c'est pour ça que c'est très important de faire déjà cette première distinction dans l'univers des SCPI entre celles qui sont en contrat d'assurance vie et puis les autres. Parce qu'en contrat d'assurance vie, on parle de collectes qui parfois sont en centaines de millions d'euros par an. Et donc le souci des gérants, c'est d'investir ces centaines de millions d'euros. Parce que quand vous collectez, ben voilà, il faut bien en faire quelque chose. Donc là, nous, on est évidemment en souscription directe. Donc on ne parle pas du tout des mêmes montants d'investissement, on ne parle pas de la même collecte, hein, mais pour autant, voilà, c'est intéressant, c'est déjà une première distinction. Alors ça, c'est une première distinction, mais ça, c'est votre SCPI et la façon de l'avoir. Vous êtes allé tout à la fin du débat. Alors moi, je vous retire en arrière et hop, on revient au début. On va peut-être commencer par justement les SCPI. C'est un marché et c'est un produit qui a le vent en poupe depuis 5 ans avec une collecte qui n'arrête pas de monter, notamment via l'assurance vie. On va peut-être rappeler d'abord qu'on ne va parler, j'ai oublié de le dire en introduction, pardon, que des SCPI de rendement et pas du tout des SCPI fiscales qui investissent dans l'immobilier locatif, enfin l'immobilier de logement. Donc là, on parle vraiment des SCPI de rendement. Traditionnellement, il y avait en gros 4 grandes catégories, celles qui investissaient dans des bureaux, celles qui investissaient dans des commerces, les plus récentes qui sont des diversifiées qui investissent un peu dans tout, puis des encore plus récentes, les spécialisées qui investissaient dans les hôtels ou enfin, dans le secteur hôtelier ou dans le secteur de la santé. Là, la SPIM est en train de tout changer. Si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça et vous nous dites juste 2 mots là-dessus, puis après on rentrera dans le dur, si j'ose dire. Absolument. Oui, l'ASPIM, hein, vous connaissez l'ASPIM, hein, qui regroupe l'ensemble des sociétés de gestion. L'objectif, c'est plus de transparence, hein, d'une manière générale, pour l'ASPIM. Donc, c'est la création de 8 catégories au total. Donc, 7 qui sont dites à prépondérance, qu'on pourrait appeler aussi des CPI thématiques. Hein, donc, ils ont listé commerce, bureau, santé, éducation, logistique, etc. 7 stratégies. Et puis, une 8e qui est une stratégie diversifiée. L'objectif, c'est qu'il y ait plus de lisibilité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, donc avec des critères stricts. Alors, le cas d'une SCPI qui a plus de 3 ans, donc soit on est à stratégie prépondérante, soit on est diversifié. Diversifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est investi sur au moins 3 classes d'actifs et qu'il n'y a pas une classe d'actifs qui représente plus de 50% de l'actif global géré par la SCPI. Ça veut dire qu'il y a des SCPI diversifiés qui ne seront plus des diversifiés. Il ne faut pas oublier qu'il y a entre 2 tiers et 70% de l'investissement qui se fait sur des bureaux, hein, dans les SCPI et des bureaux du Grand Paris. C'est la réalité du marché des SCPI. Donc voilà, cette stratégie à prépondérance, une 8e diversifiée. Un mot pour les SCPI qui ont moins de 3 ans. C'est sur la base du prospectus, de la documentation qui est fournie par la SCPI qui fera le classement dans un premier temps. Et donc au bout de 3 ans, l'ASPIM regardera la composition de l'actif et en fonction de la composition réelle de l'actif, la mettra soit dans une stratégie à prépondérance, soit en diversifié. Juste quelques mots sur la vôtre. Alors je sais, elle est jeune et elle n'a pas encore les 3 ans, mais grosso modo, sauf si vous changez de stratégie l'année prochaine, mais elle sera classée dans quoi? La nôtre, elle est diversifiée. Très bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur ces nouveaux critères et sur dans quoi investissent ces SCPI, moi je suis investisseur final ou alors je suis conseiller en gestion de patrimoine et mes clients n'arrêtent pas de me poser des questions sur dans quoi je veux investir, c'est quoi la meilleure SCPI, puisque c'est ça la question à laquelle moi je dois répondre assez souvent aussi. Donc je vais vous faire la réponse idiote. Il suffit de regarder le taux de rendement de l'année dernière. Oui, alors il y a un adage qui dit les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Non, alors le taux de rendement, là aussi la SPIM est intervenue. J'ai oublié de préciser, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, le taux de rendement dans le jargon TDVM, on peut peut-être définir, parce que dans rendement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc quand on dit taux de rendement, il y a quoi derrière? Alors, quand on parle aujourd'hui d'un rendement sur une SCPI, on parle d'un TDVM, donc d'un taux de distribution sur la valeur moyenne. Donc c'est une valeur moyenne pondérée par les différentes transactions qu'il y a pu y avoir. Et le rendement, c'est tout simplement la totalité du dividende qui a été versé au cours d'une année, rapporté donc à cette valeur moyenne. Deuxième indicateur, c'est la variation du prix de la part. Et donc, l'ensemble pourrait constituer une performance globale. Vous savez, sur l'OPCI, on ne parle que d'un indicateur de performance globale qui inclut à la fois le montant de dividendes versés et la revalorisation de la part.
Hein, on divise la valeur de la part de fin d'année plus le dividende versé et on le rapporte à la valeur de la part du 31 décembre N-1. L'ASPIM veut arriver à le même type d'indicateur pour permettre, là encore, plus de visibilité, de lisibilité, avec deux sous-sujets que sont les CPI récentes, c'est-à-dire celles qui ont moins d'un an, qui avaient tendance à communiquer sur un rendement annualisé, alors même qu'il pouvait y avoir qu'un seul dividende versé avec un seul actif derrière, qui permettait d'avoir des rendements annualisés extrêmement élevés, qui les faisaient remonter dans les classements, parce qu'on aime bien faire des classements. Donc là, tant qu'on n'a pas un an, on n'annualise plus son rendement. Et puis les CPI qui ont beaucoup de succès, qui ont eu même énormément de succès, que sont les CPI investis pour tout ou partie à l'étranger, sur des actifs à l'étranger, alors plus ou moins exotiques. Hein, quand on investit en Allemagne, c'est pas très exotique. Quand on investit parfois en Europe de l'Est, c'est un petit peu plus exotique. Là, il y avait un débat sur la façon de présenter le rendement, puisque vous savez que les dividendes ne sont pas taxés de la même façon. Quand on investit en France, on est malheureusement taxé aux revenus fonciers. Quand on investit, alors selon les pays, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on n'a pas la même fiscalité. Et donc, il y avait des SCPI qui communiquaient avec des rendements dont la partie investie à l'étranger était nette de fiscalité et d'autres brutes de fiscalité. L'ASPIM a tranché, a dit on va communiquer sur des rendements bruts de fiscalité, ce qui va faire remonter certaines SCPI dans le rendement publié, puisqu'il sera cette fois-ci brut. Je prends votre petite pique sur on adore les classements, je vois ça, merci. Rappelons juste que le rendement, donc le TDVM, il faut le rapporter aussi donc au prix de la part, tout simplement parce que si jamais, enfin le prix de la part reflète, pardon de prendre votre micro, hein, reflète la valeur du patrimoine. Si jamais vous avez un patrimoine qui se détériore, le prix de la part va baisser et automatiquement, comme il est au dénominateur d'un taux de rendement, vous allez avoir un rendement qui augmente. Donc c'est super, un super rendement, mais si jamais vous avez un super rendement pendant 2 ans avec un patrimoine qui se détériore, en termes de longévité, c'est pas terrible. Alors du coup, comment moi je peux savoir, le rendement est une indication, quel est l'autre critère que je vais regarder pour savoir si mon gérant a une stratégie pérenne? Alors, il y a d'autres. Hein. Donc aujourd'hui, on utilise le TRI. Hein. Le TRI, donc c'est ce qui permet justement d'inclure à la fois le rendement et la performance de la part. Et puis l'autre gros atout du TRI, c'est d'inclure dans son calcul en fait la notion de délai, de durée. Hein, ce qu'on n'a pas avec un rendement qui est une photographie à un instant T. Non, il y a un indicateur qui me paraît important, qui est celui de la valeur de reconstitution. Hein, la valeur de reconstitution, vous savez que c'est le montant en fait qu'il faudrait investir pour reconstituer le patrimoine immobilier, frais compris, qui est détenu par la SCPI. Et vous savez que réglementairement, on ne peut pas s'écarter de plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. C'est ça qui amène à une revalorisation de la part. Le gérant, il est libre. Un OPCI, encore une fois, je refais toujours ce parallèle, l'OPCI, il n'y a pas le choix. Hein. Les experts passent, il y a une valeur d'expertise globale et ça fixe la valeur de la part. Un gérant de SCPI, il a le choix d'augmenter ou pas, ou de baisser ou pas la valeur de sa part, sauf qu'il est tenu quand même à être dans une borne de plus ou moins 10 par rapport à sa valeur de reconstitution, la dite valeur étant fixée évidemment, entre autres, par les valeurs d'expertise faites par des experts indépendants. Ce qui est important, c'est de regarder, évidemment, de rapporter le prix de la part à cette valeur de reconstitution. Si jamais on a un prix de part qui est au-dessus de la valeur de reconstitution, on achète une SCPI qui est un peu surcotée. Et au contraire, si on est en dessous, on achète une SCPI qui est un peu sous-cotée. Et quand vous vous amusez, alors je ne sais pas si c'est un amusement, mais à regarder, ça existe. Hein, vous prenez les publications au 31-12, il y a des sites hein, qui répertorient les valeurs de reconstitution, qui rapportent ça à la dernière valeur de part connue. Et vous aurez quelques surprises et vous vous rendrez compte qu'il y a quand même un certain nombre de SCPI très connus qui se vendent au-delà du prix de la valeur de reconstitution. Elles se vendent au-delà du prix parce qu'elles sont très demandées, c'est ça? Et du coup, elles collectent beaucoup ou il n'y a pas une seule explication? Non, il n'y a jamais une seule explication. Il y a le fait que la société de gestion n'a pas forcément envie, parce que c'est envoyer un signal qui n'est pas extraordinaire, que de baisser la valeur de sa part. Donc, n'a pas forcément envie de prendre les devants. Ils seront obligés de le faire s'ils sont à plus de 10 points. Mais tant qu'ils ne sont pas à 10 points, ils ne le font pas. Voilà. Alors, le TDVM qui représente le rendement, la photo à un instant T. Le TRI, taux de rendement interne, qui représente plutôt le film
puisqu'on fait un taux de rendement interne sur 5 ans, sur 10 ans, c'est plutôt un film et ça suit l'évolution, y compris et de la gestion et de la valeur du patrimoine. Le taux de reconstitution qui nous donne la valeur de marché de mon patrimoine et la valeur de marché de ma part. Et du coup, ça me permet de voir si jamais ma société est sur ou sous-cotée. Est-ce qu'il y a encore un critère financier qui est important et dont on n'a pas parlé? Alors, il y a deux critères très importants que sont le délai de jouissance et la distribution, la fréquence de la distribution. Alors, le délai de jouissance, c'est important. Le délai de jouissance, c'est quoi? C'est le délai entre le moment où votre client fait une souscription dans une SCPI et le moment où il devient éligible au premier dividende. Ce délai de jouissance, pour un certain nombre de SCPI, plutôt anciennes, classiques, on est sur 6 mois. Donc 6 mois, concrètement, ça veut dire que la première année, vous n'avez le droit qu'à la moitié du dividende. J'investis le 1er janvier, j'ai 6 mois de délai de jouissance, je ne suis éligible qu'à partir du 1er juillet, donc je n'ai que 6 mois de dividende sur l'année. Ce délai de jouissance, il s'expliquait par le fait que, ou il s'explique quand même par le fait qu'on a des actifs immobiliers, donc je fais de la collecte. Cette collecte a pour objectif d'être investie dans des actifs immobiliers, et on sait quand on achète des actifs immobiliers, on est obligé de passer un certain nombre de temps chez le notaire, faire des due diligence, etc., des data rooms, et qui va rallonger le process. Donc, on arrive classiquement à des délais de 6 mois. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous lancez une SCPI, nous, ça a été notre cas, on s'est mis à 3 mois. Parce qu'en fait, 3 mois, c'est tout à fait faisable. Qu'ensuite, vous avez quand même, on pourrait y revenir sur la liquidité départ et le marché secondaire. Donc, quand le nouvel investisseur, il ne fait que remplacer un investisseur précédent, il n'y a pas de collecte nette. Hein, c'est juste un échange de papier, entre guillemets. Et nous, on a même réduit à 1 mois. Voilà, bon, pour quelques semaines encore. Mais l'idée étant de dire, voilà, il ne faut pas trop... 3 mois nous paraît être un bon délai, c'est le cas des SCPI quand même les plus récentes. Il y a encore beaucoup de SCPI sur le marché qui sont à 6 mois. Deuxième élément, c'est la fréquence de distribution. La fréquence de distribution, on est pour beaucoup de SCPI à 3 mois. Et nous, là encore, on a voulu être un peu moderne, on s'est mis en mensuel. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, évidemment, pour des investisseurs, et c'est quand même la motivation principale des investisseurs en SCPI pour des revenus complémentaires, d'avoir cette distribution qui est mensuelle. Donc ça, c'est deux indicateurs qui sont aussi importants. Dont il faut tenir compte quand on est investisseur, parce que si jamais on a besoin de revenus réguliers, c'est plus sympa de les toucher tous les mois plutôt que d'attendre chaque trimestre pour toucher un peu plus. Un indicateur dont vous ne m'avez pas parlé, c'est drôle parce qu'il ressort assez souvent, moi je trouve, c'est le fameux report à nouveau. Alors est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça et c'est vraiment essentiel, ou est-ce que c'est un petit indicateur en plus dans lequel piocher? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, le RAN. Le RAN. Donc le RAN. Après le tri. Le RAN. Donc le RAN, le report à nouveau, c'est la même chose que pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est la quote-part des bénéfices. Vous savez qu'une SCPI, c'est une personne morale. Hein. Donc elle a un résultat, elle a un compte de résultat, elle a un résultat. Et que ce résultat, on décide, alors quand je dis on, c'est une assemblée générale qui décide la distribution, sur proposition d'une équipe de gestion, la distribution de tout ou partie de ce résultat. Si vous ne distribuez pas la totalité du résultat d'une année, ça devient du report à nouveau, donc des sortes de cagnottes, en tout cas de tirelire, voilà exactement, où on met de côté une quote-part des résultats. Alors c'est quand même un indicateur qui est important, parce que, alors, le RAN, on peut avoir des débats sur le RAN, et parce qu'on pourrait expliquer pourquoi le RAN, en fait, se fait au détriment des actionnaires historiques, enfin des associés historiques, et au profit des nouveaux, ce qui n'est pas faux. Mais quand même, le RAN, c'est important parce que, d'abord, ça montre la prudence d'une gestion et de la distribution des revenus. Et puis, le RAN, ça doit permettre de passer les coups durs. C'est à ça que ça sert, le RAN. Et on l'a vu l'an dernier, il y a eu des suspensions de loyers. Il n'y a rien de catastrophique à ça, il n'y a rien d'anormal à ça. On a fermé, il y a des commerçants qui n'ont pas pu ouvrir, on a été dans une situation absolument exceptionnelle. Et donc, je crois, nous, on l'a vécu sur les résidences gérées. Notre CPI était très récente, on n'a pas eu de soucis, mais on aurait pu en avoir. Et l'idée, ça a été plutôt de trouver des accords avec les locataires, ce qui paraît plutôt, à mon avis, une position intelligente. Avec donc une partie des loyers non payés sur l'année 2020.
Pour autant, quand vous regardez le rendement moyen des SCPI en 2020, on doit se situer de mémoire quelque part autour de 4,20. On était sur 4,50 l'année précédente. Ça veut dire que, bon, il y a sans doute eu des SCPI qui n'ont eu aucun problème, j'y crois pas trop. On pourrait parler du TOF, autre acronyme, le taux d'occupation financier, mais en tout cas, le RAN a permis, dans un certain nombre de cas, de compenser en partie ces suspensions de loyer qui a pu y avoir. En fait, les gérants, enfin tout le monde l'a compris, mais je le dis quand même, les gérants puissent dans cette tirelire au moment où justement il y a des difficultés pour pouvoir maintenir et lisser dans le temps et donner à leurs associés un rendement à peu près constant. C'est exactement ça, un revenu. Et ça permet d'avoir une visibilité, c'est-à-dire de dire de façon relativement confiante, voilà, je pense que mon rendement l'an prochain, le montant de dividende que je verserai sera constant. Mais en aucun cas, le RAN ne doit servir à compenser une baisse structurelle des rendements. Parce que c'est quand même le cas, pour certaines, c'est d'utiliser le RAN, le report à nouveau, pour compenser cette baisse structurelle. Et là encore, c'est comme ça, il y a des actifs, ils vieillissent. Le propre des actifs professionnels, c'est d'avoir de l'obsolescence. On peut retourner le problème dans tous les sens, mais c'est le gros atout du résidentiel. Résidentiel, il n'y a pas d'obsolescence. Vous achetez un appart, il suffit de voir les prix à Paris. Vous achetez un appartement à Paris, il a 200 ans, haussmannien. Il a bientôt, Haussmann, il a plus de 200 ans. Et il vaut de plus en plus cher. Bon, donc, il n'y a pas d'obsolescence. Maintenant, il y a des actifs professionnels, on le voit, il suffit de prendre le périph' ou certaines autoroutes. Il y a des bureaux qui valent plus grand-chose aujourd'hui. Bon, donc malheureusement, il peut arriver, si vous arbitrez mal, si vous n'entretenez pas votre parc immobilier, d'avoir une baisse structurelle des rendements. Bon, donc ça, c'est un problème de fond, alors qui peut s'expliquer, qui peut se corriger, etc. Mais le RAN ne doit pas servir à ça. Oui, c'est pas une super cagnotte pour pallier une mauvaise gestion, en fait. Ouais. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure, continuons dans les acronymes, après le RAN, le TOF. Qu'est-ce que c'est que le TOF ? Et est-ce que ça aussi, c'est un indicateur qu'est-ce qu'il nous apporte ? Alors oui, le TOF, c'est le taux d'occupation financier, donc ce n'est pas tout à fait le taux d'occupation, puisque ça va dépendre, c'est en fait tout simplement le montant de loyer théorique, ou plus exactement le montant de loyer réel que je perçois, divisé par le montant de loyer théorique que j'aurais dû percevoir. Bon, donc ça inclut... Pourquoi n'avez-vous pas perçu ce montant de loyer théorique ? Alors, ça peut être tout simplement parce qu'on a un changement de locataire, parce que, voilà, et donc j'aurais dû percevoir 100% de mon loyer sur l'année, je n'ai perçu que 90% du loyer, parce que, voilà, j'ai eu un changement de locataire pendant 2 mois, etc. Donc, ce n'est pas forcément un problème. D'ailleurs, personne ne vit avec un TOF à 100%. Enfin, nous, on a un TOF à 100, mais ce n'est pas encore signifié. Enfin, on a déjà plus 13 locataires, mais ce que je veux dire, c'est que, et tant mieux qu'on ait un TOF à 100%, mais peut-être qu'on n'aura pas toujours un TOF à 100%. Non, il y a des barrières en dessous de 90, ça devient un peu problématique. C'est pas tellement, on va se mettre hors Covid, encore une fois, période exceptionnelle, c'est plutôt le fait, là encore, d'avoir un peu de problème à louer ces locaux qui peut expliquer à un moment donné une baisse du taux d'occupation financier qui, dans ce cas-là, n'est pas très bon signe. C'est-à-dire que c'est toujours un arbitrage, est-ce que je dois baisser mon loyer, etc., pour louer plus vite. Voilà, donc c'est quand même un indicateur quand on a structurellement un TOF qui baisse sur une SCPI, ça veut dire qu'il y a sans doute quelque part un problème dans la gestion du parc. On a passé en revue, David, je crois, les principaux indicateurs financiers. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres. Après, si vous voulez vous pencher dans les rapports annuels que vous trouvez sur les sites des sociétés, libre à vous, c'est très amusant et surtout, on voit plein de choses. Mais on va peut-être maintenant parler de... Alors, pas des indicateurs financiers au sens propre, mais on va les appeler extra-financiers, même s'il y a un peu tout et n'importe quoi. La première chose, ça aussi, c'est une question qui revient souvent, c'est la taille de la SCPI. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète des parts d'une petite SCPI ou d'une grosse SCPI ? Est-ce que c'est un critère intéressant ? Est-ce que ça joue ou pas vraiment ? Ou tout dépend de votre stratégie ? À mon avis, tout dépend de la stratégie. Même si la taille a quand même, là encore, de l'importance. C'est toujours un débat complexe, c'est-à-dire que pour être rassuré, on a tendance à aller sur quelque chose de gros, en se disant parce que c'est gros, c'est bien. Souvent, c'est bien, mais c'est pas sans danger aussi d'être gros. C'est pour ça qu'on dit small is beautiful parfois. C'est parce que quand on est gros, c'est plus compliqué de se mouvoir, c'est plus compliqué de se retourner, c'est plus compliqué d'éviter les chocs. Donc Mais c'est plus sécuritaire.
Alors ça, pas forcément. Pas forcément. On ne peut pas se contenter de regarder la taille d'une SCPI. Alors souvent on dit oui, mais une toute petite SCPI, j'attends de voir ce que ça donne. Je comprends, c'est le démarrage. On veut voir ce que les gérants sont capables de délivrer et de voir la qualité des actifs, le respect de la stratégie qui a été vendue. C'est toujours beaucoup plus compliqué d'aller commercialiser un produit, c'est pas vrai que pour les SCPI, qui vient de se créer, qu'un produit qui a 5 ou 10 ans d'ancienneté, parce que ça rassure. Maintenant, si en regardant dans le rétroviseur, on pouvait prédire l'avenir, ça se saurait. On ne ferait jamais aucune erreur. Or, moi j'ai travaillé longtemps sur les marchés actions, jamais su si le CAC il allait monter ou baisser, hein, jamais. Et je crois que jamais personne n'a su si ça allait monter ou baisser. D'ailleurs, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on gagne de l'argent sur les marchés actions. Donc, on n'a pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal. Donc après, c'est une stratégie. Intuitivement, on peut quand même se dire qu'une SCPI qui se crée, et là, je suis très honnête, hein, une SCPI qui se crée, il y a quand même la volonté des gérants, évidemment, de réussir. C'est plus facile de respecter sa stratégie initiale, parce que ce qui se passe quand même assez souvent, c'est quand on grossit et quand ça se passe bien, on va s'écarter petit à petit de la stratégie. Et on va y venir, on va... Parce qu'on a collecté trop d'argent et on ne sait plus trop comment le... Exactement. Et en fait, on en arrive quand même à un problème majeur qui est celui que j'évoquais tout en introduction, qui est celui de l'investissement. C'est-à-dire, je collecte, et maintenant je suis obligé d'investir. Bon, c'est à mon avis ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est de dire, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, je me dois d'avoir des convictions. Et ces convictions, je vais les construire à partir d'un certain nombre d'éléments que je vais me forger une opinion, une conviction sur le marché. Et si j'ai des doutes, je vais essayer de ne pas y aller. Bon. Nous, clairement, on est... J'espère que nos confrères ne nous entendent pas trop, parce que je ne vais pas être très populaire en disant ça. Nous, on est très prudent sur le marché du bureau. On est très prudent parce que, je vous dis, c'est 70% des investissements, c'est le marché du bureau à Paris. Vous êtes très prudent sur le marché du bureau ou sur le marché du bureau sur le Grand Paris? Alors, sur le Grand Paris. Du bureau premium dans Paris ou à Lyon, c'est très bien. Sauf que ça vaut 2,5 de rendement. Ça ne vaut pas 4, 5, 6, c'est pas vrai. Ça ne vaut pas plus que du résidentiel. Donc, du résidentiel premium, ça vaut 2,5. Hein. Donc, le marché du bureau, ça permet d'investir beaucoup, mais on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, il y a le Covid, il y a le télétravail. Alors le télétravail, nous on habite Nantes, enfin moi j'habite Nantes, jamais eu autant de circulation, donc il ne doit pas y avoir grand monde en télétravail en ce moment, parce que j'ai jamais vu un truc, ça roule hyper mal. Mais on va dire quand même que c'est quand même un phénomène de fond et qui va s'amplifier. Et autant vous dire que pour les entreprises, l'économie de coûts sur les bureaux, surtout quand on est à Paris, il est beaucoup plus fort que quand on est dans la Creuse, hein, parce que ça ne coûte pas très cher des bureaux dans la Creuse, mais à Paris, ça coûte cher, très cher les bureaux. Et donc les arbitrages que vont faire les grandes entreprises, ils sont évidents. On va voir l'opportunité, le télétravail, ça va permettre de réduire le volume de bureaux nécessaire pour une activité, pour un nombre de personnes équivalent. C'est ça vers quoi le flex office, c'est ça. Hein. C'est le fait de ne pas augmenter, par exemple, la taille de ces bureaux alors que j'augmente la taille de mes effectifs ou que je réduis la taille de mes bureaux. Et regardez les analyses des gros brokers. Hein. JLL a sorti une analyse assez intéressante là-dessus, sur le comportement qu'ont eu les locataires sur les bureaux en VFA du Grand Paris. Il y a, je ne sais plus, un chiffre, 63-66% qui ont soit abandonné leur projet, soit renégocié leur baux. Alors on peut dire que c'est purement conjoncturel, mais quand même, notre conviction, c'est qu'il faut être prudent sur le marché des bureaux. Alors à côté de ça, nous, on a acheté des bureaux à Dax. Bon, alors c'est peut-être pas sexy d'acheter des bureaux à Dax, mais c'est en face de la gare TGV de Dax, c'est du neuf, et c'est loué à la chambre d'artisanat et la chambre d'artisanat. Bon, voilà. Vous m'enlevez ma prochaine question, justement, parce qu'on a parlé de la taille et de l'ancienneté, enfin, le corollaire à l'ancienneté de la SCPI. A priori, plus vous êtes vieux, plus vous êtes gros, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est important. On a parlé du parc immobilier. Vous me parlez justement du distinguo. On peut peut-être regarder aussi le nombre de locataires ou la qualité de locataires. Est-ce que ça a un impact ou non? Parce que
finalement, en termes de risque, louer à la Chambre des métiers à Dax plutôt que louer à l'entreprise Pimpin au Kremlin-Bicêtre, en termes de risque Alors oui, alors là ça devient fin quand on commence, je me mets à votre place, si vous commencez à regarder, à analyser la qualité des locataires, ce qu'on va... La qualité ou le nombre. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a un critère locataire à regarder? Oui, alors il peut y avoir un critère locataire. Ce qu'il faudrait regarder, c'est aussi la qualité des baux. Donc il y a des indicateurs sur les baux. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la durée restante des baux. Alors sur la durée restante des baux à leur terme et la durée restante des baux quand on est en 369 jusqu'à la prochaine possibilité de renégocier, puisque c'est ça. On est quand même tenu par des baux commerciaux. Là, on parle de locaux commerciaux au sens large du terme. Je mets le résidentiel de côté. On est tenu par des baux commerciaux. Donc les baux commerciaux, c'est quand même très engageant pour un commerçant, pour une entreprise. Donc ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ça, c'est-à-dire le WALB, etc. C'est regarder la durée restante sur les baux et puis la qualité des baux, c'est-à-dire c'est quoi la qualité? C'est aussi les garanties qu'on a. C'est-à-dire que quand je loue aux filiales d'un grand groupe, c'est est-ce que j'ai une garantie de la maison mère, par exemple, en cas de non-paiement des loyers, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez techniques. Ça demande un véritable savoir-faire. Tout le monde ne sait pas faire et analyser et traiter des baux commerciaux. Voilà, donc c'est plutôt ces critères-là qu'il faut regarder à mon avis. Vous avez aussi dit quelque chose d'autre tout à l'heure. Vous avez dit, nous on a acheté des bureaux neufs en face de la gare de Dax. Neufs. Est-ce que ça, puisque on a parlé des locataires, on va peut-être parler aussi de la qualité du patrimoine. Qu'est-ce qui me fait dire que le patrimoine, il est de qualité, pas de qualité? Neuf, a priori, ça veut dire que le DPE est pas mauvais. C'est une bonne idée d'investir dans le neuf. Est-ce que le critère environnemental, c'est vraiment un truc important ou en fait, non, ça joue à la marge parce que si vous louez des bureaux, il vaut mieux qu'ils soient câblés, par exemple, vous voyez, ou alors il vaut mieux qu'ils aient un petit jardin ou alors une table de ping-pong? Les deux. Les deux, les tables de ping-pong, je ne sais pas si ça plaît bien, les baby-foot aussi. Mais ça, c'est pas très dur à mettre, un baby-foot dans des bureaux. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on a des bureaux qui sont énergivores. Non, la réalité, alors après c'est pareil, on peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir chacun une opinion personnelle là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut difficilement ramer contre le courant. Donc vous savez qu'il y a des normes ISR qui ont été mises en place, qui sont récentes dans l'immobilier. Donc ça date de fin 2020 pour les SCPI. Donc il y a les premières SCPI qui ont été labellisées ISR. Alors ISR, c'est pas que la question environnementale, c'est plutôt les critères ESG, donc il y a évidemment la question environnementale, mais il y a aussi la question sociétale et de gouvernance, d'accord, donc avec un certain nombre de critères. L'idée, et là je pense que c'est une démarche intelligente, c'est de dire je ne vais pas récompenser que les CPI qui répondraient immédiatement aux critères, parce que sinon j'exclus quand même un champ énorme du panel existant. Donc il y a deux approches, best in class et best in progress, et la plupart ont choisi la best in progress, c'est-à-dire c'est ma trajectoire. C'est par exemple de dire, voilà, ma note moyenne énergétique, elle est tant sur mes actifs immobiliers, et je vais essayer de les améliorer au fil de l'eau pour arriver à tel type de critères. Les améliorer, ça veut dire faire des travaux? Ça veut dire faire des travaux, ça veut dire arbitrer, le cas échéant, parce que voilà, manifestement, ça veut dire que je mixe du neuf avec de l'ancien, etc., etc. Et je vais faire remonter ma note. Mais ça va nécessiter des investissements d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un moment donné, on peut retourner le problème dans tous les sens, ça va avoir un coût. Et ce coût, il va bien falloir que quelqu'un le supporte. Or, il n'y a que deux personnes qui peuvent le supporter, ce coût, c'est soit le locataire, soit c'est l'investisseur. C'est-à-dire que finalement, je vais devoir avoir des dépenses d'asset management, de gestion de mon parc immobilier, qui fait que ça va réduire un peu mon rendement. Donc effectivement, le sujet de l'ISR est un sujet important et il est incontournable. On le voit bien, il suffit de regarder tous les plans de relance qu'il y a actuellement, tout est fléché vers des solutions qui vont favoriser ou réduire les émissions à effet de gaz, les gaz à effet de serre, pardon, émissions à effet de gaz. Et voilà, donc tout est fléché là-dessus, c'est-à-dire que tous les traités européens, toutes les COP diverses et variées, alors après, les Chinois ils suivent ou ils suivent pas, les Indiens pareil, les Américains aussi, mais enfin, on y va quand même d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'échappera pas dans l'immobilier.
Et c'est un sujet énorme pour l'immobilier parce que il suffit de regarder l'immobilier de centre-ville. On est un vieux pays avec des très jolis centres-villes, mais qui consomment de l'énergie parce que les bâtiments, ils ne sont pas isolés ou mal isolés. Donc, là encore, je crois qu'il faut faire preuve de bon sens. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est un enjeu que les CPI anciennes, par définition, vont devoir gérer parce qu'on a quand même parfois un parc ou des immeubles ou des actifs qui sont anciens et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre rénover ou abandonner. Parce que la réalité, c'est que des fois, il vaut mieux mettre un coup de bulldozer et puis reconstruire quelque chose que de rénover des bureaux. Alors après, il y a des stratégies qui viseraient à transformer des bureaux obsolètes en logements, par exemple. C'est compliqué, ça reste de la niche. Voilà, parce que... Techniquement, ce n'est pas possible pour absolument tout, fille d'architecte, donc non. Il y a des études là encore qui sont un architecte qui est assez intéressant. Il a un cahier des charges. Mais alors le cahier des charges, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Ah mais oui, mais même la largeur d'un immeuble, la hauteur, les poteaux, voilà, etc. Qui fait qu'il y a des immeubles, ils ne peuvent pas se transformer. C'est pas possible. Bon, mais voilà, oui, c'est un vrai critère l'ISR. Dans les critères extra-financiers, donc on a vu la qualité, ou en tout cas on s'intéresse un petit peu, sans forcément aller dans le détail, des baux et des locataires, la localisation des immeubles, la qualité des immeubles et des biens. En tout cas, le critère environnemental, il ne faut pas faire du tout l'impasse dessus si jamais vous investissez maintenant. Maintenant, une autre question qui revient souvent, moi je veux investir dans des SCPI. Vous me conseillez, est-ce que c'est vraiment intelligent d'acheter des parts de 5 SCPI différentes, plutôt 3, me focaliser sur une, adapter ma stratégie au fur et à mesure. Est-ce que là aussi, il y a une espèce de recette de cuisine que vous pourriez nous donner pour composer un patrimoine équilibré, si je peux dire? Est-ce que ça a du sens parce que ça reste de l'immobilier, ou alors est-ce que c'est pas du tout la même chose que quand je fais des unités de compte sur un contrat d'assurance vie? Alors évidemment que ça a du sens et nous ce qu'on voit, et vous le voyez sans doute vous aussi, c'est de plus en plus la notion d'allocation en SCPI. Ce qu'on ne voyait pas tellement il y a quelques années, on mettait une SCPI dans le cadre d'une allocation d'actifs globale. Et aujourd'hui, vous avez, on voit des lignes, 300 400 000 euros, et on va dire je vais mettre ça sur 3 ou 4 SCPI. Donc oui, c'est plutôt une bonne idée. Toujours, là encore, en bon père de famille, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc c'est bien effectivement de mixer. Et puis c'est intéressant parce qu'on a quand même aujourd'hui des stratégies qui sont assez différentes les unes des autres. On l'a vu avec des thématiques qui sont différentes. Après, chacun peut se faire une opinion. Moi, je vous ai donné notre opinion voilà, sur les bureaux. Il y a le résidentiel qui revient fortement. Alors je dis qu'il revient parce que pour les plus âgés d'entre nous, les assureurs, ils étaient tous propriétaires d'immeubles dans le centre. Si, malheureusement, si, depuis quelque temps, encore un peu plus. Mais moi, je me souviens, il y a 20 ans à Paris, on pouvait acheter des apparts à des assureurs qui vendaient. Ils vendaient à des conditions qui étaient pas mal d'ailleurs, parce qu'ils sortaient là de tout ce résidentiel qui les fatiguait, avec une gestion compliquée, parce qu'on a des particuliers qui rapportaient rien. Exactement. Ou les centres commerciaux. Voilà, donc ça, c'était... voilà, maintenant, c'est la logistique. C'est un mode de la logistique. Mais toujours est-il que le résidentiel revient. Plus sérieusement, on le voit, les gros institutionnels reviennent massivement sur le résidentiel. Et pour le coup, les assureurs sont très à la recherche du C autre que celle exposée sur le marché du bureau. Parce que là, ça a très très bien fonctionné et ça continue de très bien fonctionner. Et ils sont à la recherche du C qui sont sur autre chose que le marché du bureau. Et là, il n'y a pas 50 000 autres classes d'actifs dans l'immobilier, il y a le résidentiel. Donc le résidentiel, que ce soit du logement classique, que ce soit du logement libre, que ce soit du logement dit intermédiaire, il suffit de voir ce que la CDC Habitat a acheté comme logement. À titre d'information, je vous invite à regarder les fonds lancés par Ampère Gestion, leur filiale Ephéli 1 et Ephéli 2, et la collecte en milliards d'euros qu'ils sont capables de mobiliser sur uniquement du logement intermédiaire et du logement libre. Il y a le géré aussi. Le géré, nous, on connaît bien. Le géré, il y a des soutiens démographiques extrêmement forts. Donc, quand je dis le géré, c'est les EHPAD, les résidences seniors, les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, sur lesquelles on a quand même des niveaux de rendement qui sont un peu plus élevés, une extrêmement belle visibilité parce qu'on est sous bail commercial, à minimum 9 ans ferme. Nous, on commercialise même jusqu'à des baux à 18 ou 20 ans sur des résidences de service. Donc, ce sont des secteurs qui attirent fortement.
Donc, je pense que pour répondre précisément à votre question, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir, à mon avis, une SCPI diversifiée, parce que ça permet, qui est un peu un fonds de portefeuille, un socle. Et puis après, c'est des CPI thématiques qu'il faut rajouter en étant prudent sur certaines thématiques. Je faisais allusion à la logistique, c'est très intéressant, c'est très à la mode, la logistique. Le dernier kilomètre, parce qu'on sait que le développement du e-commerce a besoin d'avoir des entrepôts dans le dernier kilomètre. À titre d'information, je vous donne un truc qui est assez intéressant. Walmart, que vous connaissez aux États-Unis, numéro 1 US, numéro 1 mondial sans doute des hypermarchés. Walmart, ils se développent sur le e-commerce, ils sont en train de transformer une partie de leurs hypermarchés en stockage pour le e-commerce. Parce qu'eux, ils sont bien placés, parce qu'il suffit de regarder, même ici, un Leclerc, un Casino, c'est souvent dans le dernier kilomètre. C'est un peu extérieur des villes, mais on reste quand même à proximité en première couronne. Et le grand problème d'Amazon, c'est qu'Amazon, ils cherchent comme des dingues à pouvoir faire des centres de stockage, sauf qu'Amazon, d'abord on est en France et on n'aime pas Amazon. Bon, voilà, donc les maires, quand ils disent je vais mettre un machin Amazon, un entrepôt Amazon, en général ça ne plaît pas. Voilà, ils ont une ZAD. Alors, on connaît bien à Nantes, il y a quelques ZAD. Donc ils ont les maires. Et puis il y a un problème avec Amazon, c'est qu'Amazon ils utilisent beaucoup de surface et comme ils sont très bons et qu'ils sont très automatisés, en fait il n'y a pas beaucoup d'employés. Donc en fait le maire finalement, quand il mettait une centrale de la pétrochimie, ça plaisait à personne, mais il disait ça crée tant d'emplois. Donc finalement les gens acceptaient. Là le problème d'Amazon, c'est qu'ils n'emploient pas tant de personnes que ça. Donc oui, il y a une inflation des prix sur le dernier kilomètre et le moindre entrepôt qui est pas mal placé, ça coûte cher. Voilà. Et je dis ça sur Walmart parce que ça me permet de faire un lien avec les centres commerciaux. Et les centres commerciaux, parce que Walmart, dans ce que je vous dis, c'est très bien pour eux, mais la valorisation d'un actif d'entrepôt, ce n'est pas la même que la valorisation d'un actif commercial. Donc la transformation, les centres commerciaux, c'est un sujet aussi. C'est un sujet, autant les retail parks, ça fonctionne très bien. Alors c'est le Darty, le Ikea, le Monsieur Meuble, l'un à côté de l'autre, avec son petit parking devant. Ça fonctionne bien. Les jardineries, ça cartonne. Ça cartonne pour, à notre avis, une raison, c'est qu'il y a du service dans une jardinerie. Le e-commerce, il attaque quand même un certain nombre de pans de l'activité. On n'en est qu'au début. Il y a toujours cette question de l'alimentaire, quand est-ce que Amazon va pouvoir livrer. Moi, quand je vois quand même que quand je commande un livre et qu'ils viennent nous livrer un dimanche matin un livre, je me dis, la vache, ils doivent avoir un sacré modèle économique pour que ce soit rentable, ce truc-là. Et c'est véridique, dimanche matin, un livre. Bon. Donc, le e-commerce, il va avoir des conséquences quand même sur l'usage. Et on voit bien l'intérêt quand même du commerce, on l'a redécouvert, et tant mieux, le commerce de proximité, de centre-ville, qu'on avait eu tendance à tuer un peu, de bouche, puis pas seulement de bouche, mais voilà, le fait quand même qu'on a eu tendance, les maires, alors Paris c'est un peu particulier, Paris il y a toujours eu des commerces comme ça de proximité, mais il y a plein de villes où il n'y a plus de commerce de proximité comme ça, il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus rien, des boulangeries, ça marche bien, boulangeries, mais sinon c'est vrai, il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de poissonniers, on ne pouvait plus se garer, exactement. Et donc on redécouvre quand même l'intérêt, et encore une fois, du service. Et je crois que ce qui a été remarquable chez les commerçants pendant la période du Covid, ça a été leur capacité à s'adapter, à faire des livraisons, à faire du click and collect et compagnie. Ils n'ont pas gagné grand-chose, mais j'espère en tout cas que ça va les récompenser des efforts qu'ils auront pu faire. Donc voilà, donc oui, mixez les SCPI, mettez des SCPI diversifiés, mettez des SCPI thématiques, mettez peut-être des SCPI investis à l'étranger. Le seul bémol, c'est la capacité qu'ont les gérants à avoir la même expertise partout. Quand je vois certains qui sont investis dans 5-10 pays, c'est compliqué, parce que déjà le faire bien dans un pays, c'est pas simple, alors le faire dans 5 ou 10 pays, c'est compliqué. Parce qu'il faut trouver les bons actifs, il faut trouver les bons locataires, il faut connaître le marché local, et la fiscalité, etc. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que pour se constituer un bon patrimoine en SCPI, il faut appliquer ce qu'on applique depuis 20 ans, 30 ans à un actif financier. C'est-à-dire on prend une SICAV qui est un peu socle ou alors des valeurs un peu socle et puis après on fait une petite gestion de conviction parce que on aime le luxe, l'automobile, la consommation et en fait là ça va être pareil.
moi j'aime bien le e-commerce, donc j'en achète un peu, la logistique, ouais, bof, la santé, ça m'a l'air d'être pas mal, donc j'en achète un peu, etc. Et donc c'est comme ça qu'il faut se composer un portefeuille de SCPI. Absolument. Et le gros intérêt de l'immobilier, c'est quand même qu'on est sur un actif tangible. C'est-à-dire qu'on a une opinion. Vous savez, les investisseurs, ils ont une opinion sur l'immobilier dans lequel ils investissent, quelle que soit la classe d'actifs. Et donc, c'est l'immobilier, encore une fois, on investit dans un actif tangible. Quand vous investissez dans les actions ou sur le marché obligataire, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Quand vous investissez dans un structuré, ça ne dit pas grand-chose à l'investisseur. Ah, par contre, quand vous investissez dans l'immobilier, il y a toujours cette notion, et je crois qu'il faut la garder, encore une fois, de conviction, d'idée qu'on peut avoir sur l'immobilier. Alors, il n'y a pas à dire celle-ci est forcément meilleure que telle autre. Par contre, le bon sens veut quand même que dans l'immobilier, on sait qu'on est parti pour un investissement à minima pour 10 ans. On peut retourner le problème dans tous les sens. L'immobilier, ça n'a pas la liquidité équivalente qu'on a sur les marchés, mais ça n'a pas non plus la volatilité. Et donc, il faut avoir des convictions. Et me semble-t-il, si on a des interrogations, encore une fois, sur un secteur, il vaut mieux l'éviter parce qu'encore une fois, on est plutôt parti sur 10 ou 15 ans. Alors, c'est dur de se projeter à 15 ans, mais voilà, le résidentiel, ça ne changera pas grand-chose dans 10 ou 15 ans, à mon avis. Hein. Le résidentiel aura toujours besoin de se loger, va se poser la question du résidentiel qui est mal classé d'un point de vue du DPE, parce que on voit que la loi pousse petit à petit. Mais à contrario, il y aura peut-être du résidentiel qui était au bord d'un boulevard hyper passant et qui était décoté parce qu'il y avait du bruit. Demain, peut-être qu'avec toutes les voitures électriques et les deux roues, et le tramway, il y aura moins de bruit et que ce n'est pas forcément idiot d'investir aujourd'hui là-dedans. Enfin, j'extrapole, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des changements. Mais l'immobilier, il faut avoir cette approche-là, vraiment. Il faut avoir une approche de conviction sur l'immobilier, parce que c'est ça qui est bien aussi dans l'immobilier. Après, d'un point de vue patrimonial, vous savez qu'avec les solutions immobilières, et c'est ça qui est génial, y compris avec la SCPI, on peut répondre à quasiment tous les objectifs patrimoniaux d'un client. Je veux optimiser mes frais de succession, j'achète en une propriété départ, y compris sur une SCPI. Je veux optimiser la fiscalité de la trésorerie d'entreprise, ça peut s'investir dans l'usufruit des parts d'une SCPI ou un client très patrimonial qui a des structures à l'IS, on peut la fiscalité confiscatoire aux revenus fonciers, on la contourne parce qu'on est sur une structure à l'IS. Et d'une manière générale, on peut trouver dans l'immobilier une réponse. Voilà, je veux me constituer un patrimoine à terme, je finance à crédit, même si c'est compliqué de financer à crédit aujourd'hui les SCPI. Mais voilà, donc il y a les motivations. Et encore une fois, je me répète, c'est un actif tangible. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est un actif tangible. Merci beaucoup pour cet exposé très, très clair. On va peut-être prendre rapidement une ou deux questions. On a un peu débordé, mais bon, comme on a commencé avec 2 minutes de retard. Monsieur. Donc frais inclus. Alors ça, c'est la pratique du calcul le plus. C'est comme la fiscalité brute ou nette. J'aurais pas de votre question, excusez-moi, parce que je pense qu'on est les seuls à avoir entendu. Il y a un critère qu'on n'a pas évoqué du tout, David, ce sont les frais. Donc il y a des frais d'entrée, il y a des frais de gestion. Et monsieur, donc déjà, qu'est-ce que vous pensez des frais d'entrée de gestion? Je rajoute à votre question, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des super SCPI qui se lancent à frais d'entrée 0%? Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Et dans un deuxième temps, monsieur disait, évidemment, quand on parle de valeur de part, c'est avec les frais inclus. Mais quand j'achète 100 et que les frais d'entrée sont de 10, ça veut dire que j'ai 90 de valo. Et du coup, 90 plus 10%, ça fait pas 100. Donc voilà, il y a quand même un peu en tourloupe. Alors, je ne sais pas s'il y a en tourloupe. D'abord, qu'il y ait des frais, c'est normal. Donc, les CPI qui n'ont pas de frais, c'est pas vrai. Je rappelle juste, la SCPI, vous l'avez dit 15 fois, mais c'est de l'immobilier et il faut que le gérant achète l'immeuble et il y a des droits de mutation et les droits de mutation, c'est pas 0,5. Juste. Exactement. On ne défend pas les gérants, mais il ne faut pas oublier que c'est un super.
Non, non. Et puis, il y a des frais, et les frais, ça sert à rémunérer les gens qui font correctement leur travail. C'est trop cher quand on fait mal son travail. Mais ce qui est gratuit, en général, c'est pas très bon signe. Soit c'est mal fait, soit en fait c'est des frais cachés. Donc, pour être clair, les SCPI qui n'ont pas de frais de souscription, ça n'existe pas. D'une manière ou d'une autre, on va les payer. Non, mais ça existe. Oui, voilà. Mais ça veut dire qu'on va les payer autrement. Alors, c'est un artifice marketing, hein, et le marketing, c'est important dans la vie, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut regarder les frais de gestion, les frais d'arbitrage, tous les frais qu'on ne regarde pas. Parce qu'en général, c'est là qu'on va se rattraper. Alors, vous avez raison. Ça, c'est une particularité des SCPI, c'est qu'en gros, c'est totalement illisible. Parce que ce que vous auriez pu aller encore plus loin, c'est que si la valeur de la part, elle monte, au final, vous savez que les frais ils sont prélevés au moment de la sortie. J'achète une part à 250 €, j'ai en théorie 25 € de frais à 10 points. Ma part, elle vaut 300 quand je revends. Ma valeur de retraite sera de 270 et j'aurais payé in fine 30. Donc c'est pire que ce que vous dites. Donc, voilà. Donc, et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui explique ça aux clients investisseurs. Mais c'est comme ça. Donc ça marche comme ça, une SCPI. Encore une fois, l'OPCI qui se voulait plus transparente, mais ça n'a pas marché l'OPCI, mais pour d'autres raisons. Mais l'OPCI, c'est parfaitement clair les frais. Il y a les frais acquis, les frais non acquis. C'est calculé sur le montant qui est réellement investi et pas sur le montant global, frais inclus. Vous avez totalement raison. C'est comme ça. Je pense que ça a permis à des gens de dire à des clients, il n'y a pas de frais sur une SCPI, ça j'en suis à peu près sûr, mais il y en a. Et je vous dis, on ne sait même pas combien on va payer au final, parce que ça va dépendre de la valeur à laquelle on va revendre la part. Donc, quand on fait un calcul de TRI, eh ben, on se doit de calculer correctement, c'est un peu plus chiant, le prix net de frais, en tenant compte de l'hypothèse de revalorisation qu'on aura fait de sa SCPI. Quand je fais du réinvestissement de dividendes, c'est la même chose en fonction du prix auquel j'aurai investi, etc., etc. Le calcul du TRI d'une SCPI, c'est pas si simple que ça quand on veut le faire correctement, parce qu'il y a effectivement. Donc oui, il y a des frais. Quant aux frais de gestion, là encore, c'est un peu bizarre, ils sont exprimés en pourcentage des loyers perçus et non pas sur l'actif net qui est géré, contrairement à tous les autres fonds, y compris les OPCI. Où on est bien sur l'actif qui est géré. Là, c'est un pourcentage des loyers. Donc, c'est pour ça qu'on a des frais de type 10%, 12%. D'accord ? Mais finalement, là encore, c'est la rémunération de la gestion, puis des frais annexes. Parce que si vous avez un appartement que vous faites gérer, ça vous coûte 8%. Exactement. Et puis, il y a des vrais frais d'expertise, il y a plein de choses qui coûtent, des frais juridiques à chaque fois qu'on fait une acquisition, etc. Donc oui, il y a pas mal de frais. Après, je crois que l'ensemble de la place est quand même relativement standard dans ses frais. Alors, tout le monde n'est pas identique, mais on est souvent dans du 10-10, quoi. Voilà. Voilà. Oui, en général, c'est entre 9 et 12. Mais vous avez raison, monsieur, les frais, il faut en tenir compte, mais peut-être pas dans le choix, c'est-à-dire ne pas sélectionner juste les SCPI qui coûtent le moins cher. Une dernière question, et puis après on va libérer l'atelier, parce que je vais me faire gronder sinon. Y a-t-il une dernière question? Bah non. Monsieur a disparu. Bah écoutez, David, vous avez été hyper clair. Bravo. Ah, il y a une dernière question, j'avais pas vu. Ah, la grande crise de 90, vous étiez né, vous? J'étais déjà vieux. Non, non, oui, alors, vous avez complètement raison. C'est un des problèmes de la SCPI, c'est la liquidité des parts. Vous connaissez le système, encore une fois. Un OPCI, je reviens toujours parce que c'est intéressant, un OPCI assure la liquidité de ses parts. La SCPI n'assure pas la liquidité de ses parts. Alors, quand je dis elle n'assure pas, deux cas possibles. Vous avez une collecte qui est supérieure à la décollecte, et donc ça matche facilement entre les sorties et les entrées. Facile, et vous avez complètement raison, c'est le cas même depuis 20 ans maintenant en fait. En revanche, vous avez une décollecte qui est supérieure à la collecte, vous avez un marché secondaire. La société de gestion, elle organise un marché secondaire. Un bid, un ask, et en fait, on vend à partir du moment où on trouve des acheteurs. Et récemment, il y a une catégorie de SCPI où ça a coincé, avec ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, c'est un sujet, la liquidité des parts de SCPI. Et donc, c'est pour ça que prudence sur les SCPI en contrat d'assurance vie, parce que là, c'est un vrai sujet pour les assureurs, parce que vous savez que les assureurs assurent
la liquidité de leur part. Hein, donc c'est eux qui vont être contrepartie. Enfin, ils vont être contrepartie, ils n'ont pas vocation à embourber des milliers de parts de SCPI. Donc, il faut faire attention à ça. Vous avez raison. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Là encore, une SCPI qui collecte tranquillement, voilà, qui n'a pas d'accident, il n'y a pas de décollecte majeure, il y a moins de mouvements et c'est plus simple quand on veut sortir. Mais c'est un sujet, et je me suis amusé récemment à faire un graphe que vous évoquiez la crise des années 90. Quand on fait sur 20 ans, c'est formidable. Quand on étend jusqu'au début des années 90, on découvre que la valeur de part d'une SCPI, ça peut baisser. Et ça peut baisser beaucoup. Et quand je dois sortir dans ces périodes-là, c'est compliqué. Voilà. Donc effectivement, prudence sur des SCPI qui collecteraient énormément d'un coup et qui potentiellement pourraient décevoir, provoquer une décollecte qui pourrait bloquer les choses. Et vous me servez le mot de la fin sur un plateau. Je vais juste rappeler que la SCPI, c'est du produit de long terme, que c'est de l'immobilier et que la liquidité des appartements parisiens dans les années 90 ou des actifs sur la Côte d'Azur, ils se sont pris 40% dans la gueule parce qu'il y a eu une crise de l'immobilier. Donc évidemment, si vous achetez et que vous voulez vendre dans les années 90, c'est compliqué. Si vous vendez en 2020, vous avez gagné beaucoup d'argent. Donc SCPI uniquement pour de l'épargne de long terme. Jean-François Filiatre est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Formidable. Merci beaucoup David. Merci beaucoup à tous nos intervenants d'être restés. Enfin, bravo à vous. N'oubliez pas de laisser le petit boîtier noir et si vous avez des questions, David est là pour vous offrir des superbes réponses. Et on est stand de 10. Merci.